Je pense que ce qui est important pour comprendre le contexte politique actuel, c'est d'abord de se rappeler des élections européennes, qui est une élection qui, comme les autres élections européennes habituelles, n'ont pas intéressé beaucoup les Français et donc ont eu un fort taux d'abstention. Le résultat de ces élections européennes, à la différence des autres peut-être, c'est une victoire assez massive de l'extrême droite. La conséquence de cette victoire, c'est que le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée et donc a convoqué des nouvelles élections législatives. L'autre chose aussi à comprendre avant de parler donc de ces élections législatives, c'est que avant les élections, la gauche était complètement éclatée. Elle passait même plus de temps, en tout cas de mon point de vue, à se battre les uns contre les autres et à passer énormément de temps sur des petites polémiques sans grands intérêts, plutôt qu'à combattre le capitalisme, qu'à développer même leur propre programme. Et donc, on se retrouve en fait, avant ces élections législatives, avec une gauche qui est, de mon point de vue, discréditée dans la classe ouvrière. Ensuite, en l'espace de quelques semaines, on se retrouve avec un nouveau front populaire et donc un grand rassemblement de cette gauche qui va quand même de François Hollande à Poutou. Donc pour moi en tout cas, on n'est pas loin de la carpe et du lapin qui arrivent à se rassembler. Et donc avec un programme avec des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, beaucoup de choses qui manquent en tout cas à mon avis. Et donc une élection législative, tambour battante, qui se passe. Et donc l'issue de ces élections-là, c'est grosso modo un tiers de l'Assemblée nationale qui est à gauche, un tiers de l'Assemblée nationale qui est à droite, et un tiers de l'Assemblée nationale qui est d'extrême droite, avec légèrement le nouveau Front populaire qui est au-dessus des autres, quoi. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, là où nous parlons, nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas de Premier ministre, et c'est un peu l'heure des grandes tractations, aussi l'heure des grands renoncements, puisque là, très récemment, Julie Lucie Castet. a décidé donc de dire j'annule l'ISF et également que le SMIC à 1 600 € n'était pas forcément une priorité qui arriverait tout de suite, histoire de rassurer les capitales et également la droite, quoi. Donc voilà la situation dans laquelle on est. On va voir, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette Bah, situation-là. on est dans une situation où on a une gauche qui tente coûte que coûte, quel qu'en soit le prix en fait, de pouvoir de faire respecter la composition de l'Assemblée nationale pour former un gouvernement. Elle présente une énarque de gauche, je sais pas si on peut le dire comme ça, qui est déjà, enfin le Parti socialiste en tout cas dans les médias ces derniers temps, parle déjà de renoncement avant même qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes, que ce soit avec les parlementaires ou avec le président de manière officielle suite au JO. Donc on est dans une période où la gauche qui était censée représenter un espoir pour 30% on va dire des gens qui lui ont fait confiance, est déjà en train de trahir les grandes mesures qui l'ont amené à gagner les élections législatives et à remporter le plus de sièges. C'est surtout là le contexte politique. Là actuellement on en est là. Et sinon, avant de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien moi c'est Sébastien, je travaille pour EDF, je suis sur une centrale nucléaire, je suis délégué syndical CGT et militant PCF également. Et toi du coup? Donc moi c'est Fabien, je suis facteur de profession et je suis secrétaire général de l'Union locale de Poitiers et également dans le secrétariat de la CGT FAPT qui est la Fédération des activités postales et télécom. Je suis également membre du Parti communiste. Donc Fabien, la CGT a pris position lors des dernières élections, a-t-elle eu raison de le faire? Alors déjà, il y a eu deux types d'élections. Il y a eu les élections européennes où la CGT en fait a eu la même position qu'elle a toujours eue pendant les élections, c'est-à-dire de combattre l'extrême droite. Mais par contre, pour les élections législatives, on a eu
un changement de paradigme, on va dire, de la part de la CGT, qui était clairement non seulement d'appeler à voter pour le nouveau Front Populaire, mais aussi que ses militants rentrent dans la campagne politique pour justement battre l'extrême droite. Moi, personnellement, je pense qu'elle a eu raison de le faire, parce qu'il y avait un véritable danger d'avoir une extrême droite qui arrive au pouvoir. Et le problème avec une extrême droite qui arrive au pouvoir, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils la rendent au final, quoi. Donc, il y a eu un danger qui était supérieur par rapport à d'habitude. Donc, elle est un peu sortie du bois et elle a pris une position qui était claire et nette. Ensuite, l'autre chose qui fait, à mon avis, qu'elle a eu raison de le faire, c'est que, comme je l'ai expliqué au départ, on a une gauche qui est complètement éclatée et discréditée. Et, à mon avis, également, dans les circonstances politiques actuelles, la CGT a pris ses responsabilités et elle a dit clairement, c'est par ici qu'il faut aller et il ne faut pas se tromper de combat. Donc je pense qu'elle a eu raison de ce côté-là de le faire. Bah moi, j'aurais une analyse un peu différente, dans le sens où elle n'a pas appelé directement à voter Front Populaire. Alors, directement et indirectement. À la base, le soir de la dissolution, ce qui se passe surtout, c'est que la CGT, elle voit le danger qu'il y a d'avoir un gouvernement ultra-libéral et nationaliste qui puisse arriver à avoir un gouvernement. Et elle appelle tout d'abord à une intersyndicale pour créer un front populaire qui est un front des travailleurs en fait, qui est un mouvement social. C'est ça qu'elle appelle à faire. Ça a un impact, comme tu as dit, c'est que ça a obligé et ça a bousculé en fait la gauche à devoir, elle, se rassembler, puisqu'il y avait une intersyndicale qui, dès le dimanche soir, s'était construite. Avec, il y avait la CFDT, etc. Donc, il y a eu cet appel qui s'est fait. L'union de la gauche est arrivée dans les heures, les jours qu'on suivit, où ça s'est fait avec, après, l'appellation Front Populaire. Et la première à avoir porté le mot Front Populaire, là, dans la période qu'on vient de vivre, c'est Sophie Binet. Donc, à la base, c'est surtout ça qui s'est passé. Et ensuite, elle a appelé à voter Front Populaire parce que c'était la seule opportunité qu'on avait face à la droite de Macron, à l'ultralibéralisme de Macron, et à l'extrême droite, c'était l'opportunité était d'être au nouveau Front Populaire, de voter, enfin d'appeler à voter pour le Front Populaire. Donc c'était à la fois un vote barrage et en rappelant aussi qu'on avait réussi quand même à porter dans le programme quelques mesures comme porter le SMIC à 1600 € par exemple. Il y avait quelques mesures comme ça, même si c'est pas ça fait pas tout, mais c'était dedans. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste un appel à dire on va voter pour la gauche rassemblée. Et d'ailleurs, Sophie Binet était la première à rappeler la position de la CGT sur à peu près tous les plateaux télé, de dire qu'à aucun moment, pour reprendre ses mots, la CGT a donné une carte blanche à la gauche et à n'importe quel parti de gauche, et que on ne faisait pas confiance plus qu'avant en fait à cette gauche qui principalement quand elle était au pouvoir faisait des politiques de droite. Donc je trouve que c'est faire un raccourci en fait que de dire la CGT elle a simplement appelé à voter Front Populaire parce qu'il y avait le RN qui arrivait en fait. Je pense que le contexte était plus difficile. Et d'ailleurs, suite au Sophie Binet, même le soir du résultat du deuxième tour, elle a dit que si on voulait imposer des avancées sociales dans ce pays, fallait que ça se fasse par une mobilisation des travailleurs, par la grève dans la rue, etc. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je m'en doutais. Mais c'est plutôt normal. Déjà parce que, pour moi, tu décris plutôt bien ce qui s'est passé au départ, à savoir que c'est la CGT avec les autres organisations syndicales qui ont poussé également le nouveau Front Populaire et à avoir donc ce rassemblement. Mais pour moi, elle a été beaucoup plus loin que ça, c'est qu'elle a appelé ses militants à s'engager dans la campagne et à faire élire le Front Populaire. Et d'ailleurs, dans les tracts qu'il y a eu, dans la façon de faire, dans même des tracts politiques clairs qui appelaient à voter pour ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais eu, peut-être en 81, et encore j'en suis pas sûr, en tout cas je n'étais pas né, donc il faudra vérifier. Mais en tout cas, pour moi, dans ma vie militante, c'est quelque chose qui a été nouveau. À savoir si elle a eu raison de le faire ou pas, moi je pense qu'elle a eu raison. Oui. Parce que la situation était délicate, plus délicate que d'habitude en fait. Tout à l'heure, quand je disais
que je rappelais que c'était aussi à cause de l'éclatement de la gauche. Je pense que si il y avait eu un vrai parti qui avait été en capacité de gagner et qui avait les forces de porter un vrai projet populaire, la CGT, elle n'aurait pas eu besoin de sortir du bois comme ça, parce que le risque de la victoire de l'extrême droite était beaucoup moins grand. Ensuite, quand tu parles de cette gauche qui a trahi, je pense que je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier dans le nouveau Front populaire, puisque comme je l'ai dit au départ, ça va de François Hollande jusqu'à Poutou. Et en fait, la difficulté, c'est que dans ce nouveau Front populaire, il y en a quand même un paquet qui ont déjà été au pouvoir et qui nous ont trahis. Et en plus de ça, la problématique, c'est que pour les élections européennes, où Glucksmann est arrivé en tête de la gauche, donc cette gauche qui a trahi, disons-le clairement, c'est ce parti socialiste auquel on ne fait plus du tout confiance, ils sont arrivés en tête, et donc ils ont un rapport de force assez fort et assez gros dans le nouveau Front populaire. Et c'est là aussi qui pousse aussi à dire, attention, on ne vous fait pas du tout confiance, et on ne vous fait pas un chèque en blanc. C'était plus complexe que simplement faire un soutien à voter pour le Front populaire. C'était une stratégie militante, en tout cas dans la CGT. Alors suite à ces élections, on a souvent entendu et accusé la CGT donc, de faire de la politique. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une critique qui est souvent revenue, souvent de la part des employeurs, qu'on reprochait des fois à leur section syndicale de faire de la politique, d'être dans le discours politique, etc. Après, de la part des salariés, c'est pas forcément la question de faire de la politique qui est revenue, c'est plus la question de prendre part et de prendre position pour une organisation politique, et là c'était le nouveau Front populaire. Après, ce que j'en dis, c'est que la CGT, elle fait toujours de la politique. On vit dans une société capitaliste, où il y a, et notamment parce qu'on a des gens qui détiennent des moyens de production et qui emploient des gens pour les faire tourner, et de l'autre côté, des gens qui louent leur tête et leur corps contre un salaire pour faire tourner ces moyens de production, et qui font tourner ces moyens de production. Et donc à partir de là, on est dans une société où eh bien le premier sujet politique, c'est d'arbitrer en fait cette relation-là en fait. Et donc la CGT par exemple, quand elle demande une augmentation de salaire et qu'elle fait grève par exemple, ça choque personne, alors que la question fondamentale, c'est le partage de la valeur, de la richesse du travail qui est créé. Et donc c'est la première question politique de la société, c'est le partage, la question du travail en fait. Donc la CGT, évidemment, elle fait de la politique, et c'est même sa première mission de faire de la politique. Parce que sur une question comme celle-là. Et après, par exemple, elle prend position contre la dernière réforme des retraites, comme on l'a vu elle intervient par rapport à une proposition politique, et c'est même mieux que ça, puisqu'elle a une contre-proposition qu'elle met sur la table, avec des propositions de loi, etc. Donc on fait tout le temps de la politique. Et après, je pense que c'est surtout le fait qu'on prenne position qui a été vivement critiqué de la part des salariés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que souvent ça a été pris, cette position a été prise par des gens des salariés qui sont souvent, qui peuvent être investis au niveau syndical, mais qui ont aussi un rejet d'une gauche en laquelle ils croient plus en fait. Et donc il y a eu ce distinguo. Est-ce que la CGT, elle a raison de prendre cette position, parce que faut que ça corresponde aussi à l'ensemble de ses adhérents. Après, c'était des décisions collectives, et suivant les syndicats, il y a eu plus ou moins de communication, d'engagement qui ont été faits à ce niveau-là. Je rajouterais juste deux choses. D'abord, c'est l'angle que l'on prend pour faire de la politique pendant ces élections. Par exemple, moi, pendant cette période-là, j'allais voir les facteurs et je leur expliquais, voilà le programme de l'extrême droite concernant la Poste. Il y avait le député Tanguy qui avait dit qu'il voulait arrêter de verser les 300 millions qui étaient dus donc pour assurer le service public, et qui voulait le reverser à Amazon. Bon, bah, quand j'explique ça aux facteurs, ça leur parle directement de pourquoi il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Donc ça n'est pas reproché, quoi. Et ensuite, je peux comprendre qu'il y ait eu une surprise de la part des travailleurs, mais ça dépend beaucoup d'un syndicat à un autre. Par exemple, quand je prends les territoriaux de Poitiers, qui ont une politique depuis plusieurs années déjà contre l'extrême droite, avec des t-shirts affichés antifascistes, avec des explications régulières de pourquoi l'extrême droite est en danger, etc.
les travailleurs qui travaillent dans les territoriaux autour de Grand Poitiers, ils n'ont pas été surpris que la CGT appelle à faire barrage à l'extrême droite et à voter le plus à gauche possible. Et l'autre problématique aussi, c'est que d'autres syndicats ne font pas de politique et ne s'intéressent que, d'autres syndicats CGT, ne s'intéressent que au carreau cassé, que à la revendication immédiate, et donc par conséquent, le jour où ils ont dû, donc comme je disais, sortir du bois et dire attention à l'extrême droite, il faut voter pour la gauche, et ben les salariés forcément étaient surpris. Il peut même exister des syndicats qui ont pris des cartes dans la gueule parce qu'il y avait des militants parmi eux qui votaient extrême droite, et jusqu'à présent, ça ne leur posait aucun problème. Donc à ce moment-là, je pense que c'est le syndicat qui devrait se poser la question, comment ça se fait qu'ils ont des militants d'extrême droite et qu'ils le découvrent que maintenant ? Je pense que c'est un problème d'abord chez nous, en fait, avant d'être un problème des travailleurs qui sont surpris de pourquoi la CGT prend des positions politiques. Ouais, et des statuts, du respect des statuts de la CGT aussi, parce que c'est, on revient sur la question politique, mais on parle de double besogne à la CGT, et cette double besogne, ce que t'expliquais, c'est soit faire de la politique de la revendication immédiate, la politique du carreau cassé, comme c'est la phrase célèbre, mais il y a aussi d'un autre côté la transformation de la société pour une société plus juste. Et souvent il y a beaucoup de syndicats aujourd'hui qui, par manque de formation, des fois par isolement en fait au quotidien, travaillent pas sur ce deuxième penchant, et c'est ce qui fait que ça les a mis, je pense, en difficulté aussi. Je te rejoins là-dessus. Donc tout à l'heure tu nous as parlé des revendications immédiates. Est-ce que tu peux déjà nous en donner une définition, et aussi nous dire, comme on l'a dit précédemment, savoir si l'action syndicale, et notamment de la CGT, ça doit s'arrêter à ces revendications immédiates ou aller plus loin et pousser à une transformation de la société. Eh ben, ce qu'on appelle les revendications immédiates, c'est tout ce qui va concerner les conditions de travail. Ça va aller de l'augmentation de salaire, de la diminution du temps de travail, des retraites, mais également ça va être par exemple une souris ergonomique parce que vous avez mal au poignet, ou alors un siège pour une secrétaire qui est abîmé et qu'il va falloir changer. En fait, c'est extrêmement large. Mais c'est pas opposé en fait à un projet de société. Bien au contraire. Par exemple, pourquoi une secrétaire va avoir un siège qui va être pourri, ou qui va pas être ergonomique, qui va pas être adapté à son travail? Et ben c'est simplement parce que son patron, il va vouloir économiser de l'argent au lieu de lui payer ce qu'il lui faut pour bien travailler. Et donc ça, c'est clairement une question de répartition des richesses et une question de qui capte l'argent. Et donc ça va être beaucoup plus global que simplement les conditions de travail. À la CGT, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la double besogne, qui va justement du carreau cassé jusqu'à la suppression du capitalisme. Comme ça, les termes, ils sont clairs et ils sont simples à comprendre. Et concernant en fait le programme de la CGT, le projet de société, eh bien en fait il se fait, c'est ce qu'on appelle en fait le cahier revendicatif, et il se fait plus secteur par secteur. Par exemple, toi dans l'énergie, c'est clairement tout parti politique confondu, le programme politique le plus abouti. Les revendications de la CGT sur l'énergie, ils sont clairs, ils sont simples, ils sont détaillés, ils sont travaillés, et on va pouvoir passer par exemple chez les facteurs, pour le service public postal, du transport, etc. On a la même chose. On a un projet politique qui va être abouti, expliqué, financé. C'est quelque chose qui est extrêmement abouti. Si on prenait toutes les revendications dans tous les secteurs, en fait, on pourrait avoir un programme politique, probablement celui qui est le plus abouti, et en plus de ça, le programme politique le plus radical qui existe actuellement. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est d'ailleurs la question que je vais te poser, c'est pourquoi la CGT ne sort pas son programme politique et ne se présente pas pendant ces élections-là. C'est une bonne question. Pourquoi la CGT elle fait pas tout simplement, elle rentre pas directement dans le jeu politique à présenter des candidats de la CGT.
Je pense qu'on aborde là peut-être les limites du syndicalisme, peut-être, je sais pas, après ça dépend de la conception qu'on peut avoir, c'est un vrai débat à avoir dans la CGT. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de transformation de la société, on rentre directement en fait dans le débat politique et l'orientation en fait qu'on veut donner à la société de demain, une société plus juste, une société où les décisions sont prises différemment, où la question du travail est complètement rediscutée, etc. Moi, je pense que le rôle de la CGT, c'est mon avis personnel, et pour l'instant, c'est ce qu'elle fait, c'est de se cantonner surtout à un rapport de force, parce que là, on peut mettre avec le Front Populaire Poutou Premier ministre, s'il n'y a pas des millions de travailleurs qui sont par la grève en train d'essayer d'imposer aux capitalistes de faire en sorte que les mesures que Poutou voudrait mettre puissent se faire, ça ne se fera pas en fait. Donc il est là le rôle de la CGT principalement, être sur le lieu du travail en fait, une base émancipatrice des travailleurs qui sont en plus d'être des travailleurs, des citoyens qui votent et qui doivent participer au débat politique. Et la meilleure façon en fait que les gens puissent se faire entendre, c'est d'abord, et notamment les syndiqués, qui réinvestissent les organisations politiques à gauche pour pouvoir faire entendre leurs revendications. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucun parti politique à gauche qui reprenait par exemple les revendications de la CGT, et du coup c'était problématique, ou en tout cas une grande partie des revendications, et c'était problématique. Et c'est parce que les travailleurs en fait ils ont abandonné ces organisations politiques. Et les travailleurs ils ne sont plus dans les organisations politiques de gauche, que ce soit le Parti communiste, la France insoumise, etc., ou plus massivement, et du coup forcément leurs revendications sont plus entendues. Donc je pense que il faudrait plus travailler sur le fait que les syndiqués et les travailleurs se réapproprient l'espace politique et ne pas le laisser en fait à une bureaucratie de droite ou de gauche, mais plutôt qu'ils prennent la main là-dessus, plutôt que de présenter des candidats qui seraient, du coup, on deviendrait un énième parti de gauche qui forcément décevrait parce qu'on ferait sans rapport de force. À la suite de la dernière période qu'on a vue là, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les raisons de la montée de l'extrême droite à un tel niveau aujourd'hui ? On pourrait peut-être répondre, il y aurait une réponse qui serait facile de dire que parce que la gauche elle est à côté de ses pompes en fait, elle est pas face aux défis, elle propose aucune vraie perspective en fait pour les gens. Mais ça serait, je pense que ça serait aussi peut-être se tromper que de répondre ça, dans le sens où aujourd'hui certains capitalistes, on voit Bolloré, Drahi, tous ceux qui ont investi massivement dans les médias, ils ont investi en fait pour faire véhiculer des idées qui leur sont favorables en fait. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a aujourd'hui ceux qui détiennent les capitaux, ceux qui détiennent en fait les richesses du pays, et c'est pareil en Europe ou dans le monde en fait. Pourquoi les capitalistes ont dans cette période-là en fait investi massivement ces dernières années pour promouvoir en fait des Emmanuel Macron, parce que c'était la même chose avec Emmanuel Macron et Patrick Drahi à l'époque, et encore aujourd'hui, ou pour promouvoir en fait avec Bolloré le Rassemblement national de manière massive. Et là, du coup, on va devoir regarder dans quelle position se trouve le capitalisme aujourd'hui. On sait qu'il est dans une crise structurelle qui fait qu'aujourd'hui, on a à la fois une crise de surproduction, à la fois des taux de profit qui sont bas, et qu'il tire systématiquement sur les droits des travailleurs. On le voit avec la réforme des retraites, l'assurance chômage, etc., pour maintenir ce taux de profit-là, et que Emmanuel Macron avec son ultralibéralisme ou du nationalisme avec Bardella, ça leur sert en fait pour durcir le rapport de production qui leur permet eux de continuer à garder ce profit-là. Je pense qu'il faut plus regarder la situation comme ça que simplement se dire tu te rends compte, les travailleurs par exemple, si on prend cet exemple-là, ils votent massivement Rassemblement national parce qu'Hollande il est nul. En fait, je pense que ça serait se tromper que de répondre simplement sous cette forme-là. Il faut regarder la chose d'une manière plus globale pour tenter de répondre à cette question. Et après, c'est aussi multifactoriel parce que effectivement, la gauche ne propose aucune perspective. Et quand la gauche arrive à proposer une perspective en fait d'avenir et une rupture politique, elle se fait systématiquement attaquer de manière virulente par ces capitalistes, et on l'a vu avec la France insoumise notamment, où on arrive à les faire passer pour des antisémites parce que ils dénoncent un génocide. On est quand même sur une manipulation et ça fonctionne en fait. Donc c'est quelque chose qui est multifactoriel. Après, je sais pas ce que t'en penses, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que la chose qu'on peut rajouter, c'est
la question de la montée de l'extrême droite, elle est complètement liée à la question du pain quotidien, en fait. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des dernières mobilisations, quasiment depuis le temps que moi je milite, déjà on s'est toujours battu pour ne pas perdre des choses, mais en plus de ça, à chaque fois qu'on se battait, on perdait. Donc en fait, on a une situation d'échec permanent, pas que de la CGT, pas que des mobilisations sociales. On a vu les Gilets jaunes, ça a duré pendant 1 an et demi. Pour au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné les Gilets jaunes ? C'est un échec par rapport aux nombreuses revendications qu'ils ont eues. Donc, on est sur une situation où, comme tu l'as dit très justement, le capital met la situation sociale en échec permanente. Et donc, il a durci les rapports de force et il y a une recherche de solutions. C'est pas tellement les questions de la montée de l'extrême droite qui sont liées directement à la question du plan social, mais par contre, la raison de la faiblesse de la gauche, elle est liée directement à la question des trahisons. En 1933, l'extrême droite était forte, la gauche était forte aussi, le communisme aurait pu prendre le pouvoir dans plusieurs pays. Enfin, en tout cas, ça se jouait. D'ailleurs, ça expliquait aussi cette montée de l'extrême droite. Alors que ici, la gauche est extrêmement faible et l'extrême droite est très très forte. Pourquoi ? À cause justement de toutes ces trahisons. La gauche, en fait, a mené des batailles beaucoup sur les discriminations ces derniers temps. Mais il y a une discrimination qu'elle a complètement enlevée de son discours politique, ou quasiment enlevée de son discours politique. C'est la première discrimination dont sont victimes, en fait, les gens. C'est une discrimination sociale et c'est la pauvreté. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la population, en fait, qui ne peut plus payer sa facture d'électricité. Qui ne peut plus, qui fait le choix sur ce qu'il va manger, qui fait son caddie à la semaine en comptant au sous. Et en fait, c'est la première discrimination dont on ne parle pas. Et le Rassemblement national, en fait, parle a un discours, c'est tout l'intérêt du populisme, c'est qu'il va parler et qu'il va toucher ces gens-là. On est plusieurs, des fois, à s'être fait la réflexion. T'écoutes la radio, ça m'est arrivé, t'écoutes la radio, t'entends un discours, tu montes dans ta voiture, tu tiltes pas, tu vas voir, tiens, c'est qui à gauche qui parle de ça, je le connais pas, je reconnais pas la voix, et le journaliste, merci Marine Le Pen d'avoir répondu à cette question, et là tu dis merde. En fait, ils vont jusque là, parce que, évidemment qu'ils tapent là où ça tape, et quand ils parlent, par exemple, de la préférence nationale, ils vont continuer d'ancrer ce discours, en fait, oui, regardez, vous êtes dans la misère, j'ai une solution à vous proposer, on va virer les immigrés, on va arrêter de donner le RSA, le chômage maintenant faudra le mériter, enfin, etc., etc. Et donc, du coup, ça a 2 effets. C'est que le premier effet, en fait, c'est qu'on fait rentrer une idéologie dans la population. Parce qu'on arrive dans une société où on entend de plus en plus, je veux pas payer pour ceux qui bossent pas, etc., etc. Donc on est sur cette pensée méritocratique, en fait, en permanence, nationaliste, notamment avec la préférence nationale, toutes ces choses-là. Et là où ils sont très forts, c'est que, en plus de faire du populisme qui permet à un instant, sur un moment électoral, de pouvoir avoir des élus ou gagner une élection, en plus de ça, sur la partie, en fait, conscience politique des gens, ils marquent des points. Et c'est là où c'est d'autant plus difficile pour nous, à gauche, en fait, quand on a des organisations politiques qui ont complètement effacé de leur discours la question de la discrimination sociale et de l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent les gens qui travaillent aujourd'hui. En fait, si je devais résumer, à la question de pourquoi les ouvriers votent de plus en plus d'extrême droite, c'est parce qu'il y a une question de pain quotidien. La question se pose directement pour eux de qui va manger. Et entre un mec qui est au RSA, qui est au chômage... Et qui travaille pas, et moi qui travaille, moi je dois manger, je dois réussir à manger. C'est moi qui dois être valorisé par rapport à eux. Tu parlais du SMIC à 1 600 €. Pendant la campagne et pendant cette revendication, il y a beaucoup de salariés qui sont au SMIC aujourd'hui, qui ont en fait, que te disent, oui mais c'est pas possible, moi la petite entreprise dans laquelle je travaille, elle pourra pas se le permettre. Et le RN, lui, va dire, mais nous, on va augmenter le SMIC, et on va le faire en enlevant les cotisations sociales. Ce qui fait qu'en fait, les salariés te disent, oui, mais le RN, ça coûte pas plus cher à l'entreprise. Donc on arrive sur la bataille idéologique, ils sont en train de gagner, en fait. Et c'est la suite logique de Macron qu'on a eu, etc., et de cette politique, en fait, libérale. Et ils gagnent aussi sur le fait que, on parlait de rapport de force, et le fait qu'on a du mal à imposer un rapport de force, c'est parce que quand ils font ça, en fait, ils divisent la classe ouvrière. Ça va être celui qui est au SMIC contre celui qui est au RSA, le chômeur contre le fonctionnaire contre le salarié du privé.
Donc ils divisent en permanence en fait ça, ce qui forcément diminue le rapport de force. Mais du coup, dans la période actuelle, quel pourrait être le rôle de la CGT pour endiguer la montée de l'extrême droite? Et je pense que la première chose à faire, ça va être de former nos propres militants. Parce que là, on s'est rendu compte, pendant la période là qu'on vient juste de vivre, qu'on a beaucoup de militants qui n'étaient pas forcément à l'aise à aller discuter justement de ce rapport à l'extrême droite, alors que, en règle générale, on va plus se baser sur les revendications immédiates, sur ce qu'on appelait justement le carreau cassé. Aujourd'hui, il va falloir réapprendre à nos militants à aller plus dans la politique et justement à aller être capable de se confronter aux revendications de l'extrême droite et aller expliquer de quel côté politique on se classe. Ensuite, la deuxième chose qui va devoir être fait, c'est justement un travail entre ce que dit l'extrême droite de chaque secteur d'activité, de chaque travail, et les revendications immédiates des travailleurs. Par exemple, je prenais l'exemple des facteurs, entre le député qui voulait retirer donc, la mission de service public de la Poste et la donner à Amazon, et la conséquence directe pour ça, c'est que si on n'a plus le service public à la Poste, et toi, tu vas perdre ton emploi, parce qu'on n'aura plus besoin de passer tous les jours. Et faire ce travail-là sur l'ensemble des secteurs d'activité pour justement expliquer aux travailleurs pourquoi c'est pas dans leur intérêt du tout de voter pour l'extrême droite. Oui, t'as raison moi je pense sur la formation politique, sur aussi inciter en fait l'ensemble des travailleurs à se syndiquer, à investir les organisations militantes, à faire entendre leur voix et à se former politiquement en fait. Ça c'est la première clé, parce que sans formation politique, sans partage militant, sans engagement militant en fait, le monde il va pas changer et il sera que pire en fait, et il ira de plus en plus dans l'intérêt d'une minorité. Et aujourd'hui on a 1000 sujets pour aborder en fait ces questions-là suivant les appétences de chacun. On le voit avec la question de la défense de l'environnement. Aujourd'hui, il y a des luttes massives qui se font et ces luttes se politisent, et elles se politisent à gauche et sur des questions anticapitalistes. Donc il faut que les travailleurs, les gens en fait, se syndiquent et s'organisent politiquement. C'est important de ne pas laisser la vie politique, notre vie et notre avenir en fait, qu'on le délègue pas en fait à des élus quoi, qu'on s'en occupe nous vraiment au quotidien. Je sais pas si t'aurais quelque chose à dire pour conclure, un mot à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Je pense que sur tout ce qu'on a développé, le sujet il est très long d'être épuisé, et que la lutte contre l'extrême droite, elle ne fait justement que de commencer, et peut-être qu'elle va devoir se radicaliser dans un délai beaucoup plus court qu'on est en train d'imaginer. Il faut s'engager politiquement, que ce soit par la lutte syndicale dans l'entreprise, qui est peut-être l'approche la plus simple de se syndiquer, et de se former en fait, de se cultiver politiquement, d'apprendre de notre histoire, d'apprendre du monde dans lequel on vit, de partager avec les autres. Et il y a que en fait un vrai engagement militant de tout le monde qui pourra changer les choses. Et sans ça en fait on sortira pas de l'ornière dans laquelle on est quoi.